Imaginez. Imaginez un salon, c'est le soir, une télé qui diffuse un dessin animé en noir et blanc. Nous sommes dans les années 60. C'est un vieux film d'Emile Cole. Une petite fille de 4 ans est assise, elle regarde la télé. Une main, sur un écran noir, dessine un personnage avec des traits blancs. Le geste de la main est fluide et à chaque dessin, le personnage s'anime. Quelque chose de particulier se passe ce soir-là. La petite fille est captivée, sa concentration maximale. Ce qu'elle voit, c'est du ressort de la magie. Un espace dans lequel le dessin deviendrait réalité. Un espace dans lequel le dessin prendrait vie. Un tel espace peut-il vraiment exister ? Et si c'était le cas, comment faire pour que le dessin soit juste ? Que le dessin soit si réussi qu'il gagnerait le droit d'exister dans le réel. Il s'est passé quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais c'était une évidence. Elle serait cette main qui dessine et que ce serait par le dessin qu'elle réaliserait ses rêves et par là même se réaliserait. Cette petite fille, c'était moi. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de dessiner. Je regardais tout ce qui m'entourait, je le capturais, je le saisissais, je le restituais. Je voulais créer mon monde. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que le dessin n'était pas considéré comme une chose très sérieuse. J'en ai même culpabilisé par moments lorsque je dessinais. Jusqu'à une rencontre avec mon professeur de dessin en classe de 6e. En constatant l'usage très intensif que je faisais des pochettes Canson, car raisin, elle m'a invitée chez elle. Je me suis sentie très spéciale. J'entrais dans son atelier, totalement inconnu, et pourtant si immédiatement familier. Elle me présente un grand panneau vierge de dessin, un panneau immense, immense. En fin de compte, c'est l'effet qu'il m'a fait. Je n'avais que 11 ans. C'était un format univers. Et là, elle m'a dit « Allez, vas-y, exprime-toi ». Et elle m'a planté là. Je faisais face à l'infini. L'infini des possibles. Je ressentais un sentiment à la fois d'excitation et d'angoisse. Parce que c'était une évidence, je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Et c'était paralysant. Je n'avais aucune notion technique. Comment allais-je faire pour représenter ces idées que j'avais dans la tête ? Bon, je n'allais pas faire marche arrière, j'étais venue jusque-là, je me suis lancée. Je me suis mise à projeter ce que j'avais dans la tête sur le panneau, je l'ai couvert sans limite. Et là, j'ai compris. La clé, c'était de faire sans se poser de questions, sans chercher à maîtriser la technique, juste d'être ce que je faisais. Et là, extraordinaire, tout ce qu'il y avait autour de moi a disparu. J'étais ce que je faisais. J'étais immergée dans le monde des possibles. Et c'était beau. Depuis ce jour, j'ai su que rien ne serait assez beau, assez grand, assez fou. Cette permission de dessiner que m'a offerte mon professeur de dessin au collège m'a enfin libérée d'une chose. Une chose essentielle, c'est que le dessin, ce n'est pas difficile.
Elle m'a libérée du fait que le dessin, c'était bien faire. Parce que, en fin de compte, le dessin, c'est quoi? Qu'est-ce que le dessin? Le dessin, c'est fondamentalement 3 choses. De l'observation, de l'intériorisation et la restitution. Observation, intériorisation, restitution. On commence par observer ce qui nous entoure, c'est l'observation. Puis l'on porte ce que l'on a observé en nous, on le nourrit de nos expériences personnelles, de nos imaginaires. Ça, c'est la phase d'intériorisation. Et puis, on l'exprime hors de nous, avec des lignes, des couleurs, des formes. Et ça, c'est la restitution. Et ça, on le fait enfant, naturellement. Regardez l'enfant qui dessine. Il regarde ce qui l'entoure pour le comprendre, pour le saisir, pour le modifier. Comme lorsqu'il jette une pierre dans l'eau et qu'il observe les effets ondulatoires, pour se sentir exister. Il voit l'essentiel. Il voit comme il ressent. Il voit en 3D. Et la restitution en 2D sur le papier n'est pas un problème. Il dessine dans l'intuition. Il représente son monde à sa façon. C'est de cet aller-retour qu'il tire le plaisir de dessiner. Alors pourquoi, si enfant, dessiner est un tel plaisir? Cessons-nous de dessiner à l'âge adulte. Alors on grandit, on vieillit, et on va à l'école. Et là, les choses sérieuses arrivent. Elles arrivent lorsque l'enfant cherche à communiquer, à se faire comprendre auprès des adultes. Car pour se faire comprendre, on a besoin de repères, de reconnaissance. Et dans les itérations avec ces échanges avec les adultes, enfant, on se rend compte assez vite qu'il y a une bonne façon de faire. On intègre ce que j'appellerais la notion d'efficacité. On reproduit, on fait comme tout le monde. Et le beau soleil aux tentacules vertes qui couvrait la page devient un quart de rond jaune en haut à droite. Encouragée par les adultes, la technique devient progressivement un savoir-faire, quelque chose qui tue l'intuition, l'originalité. On regarde et on apprend maintenant le monde par les savoirs. L'anatomie, les leçons de choses, la physique, l'abstraction. Et alors, on oublie tout. On ne sait plus restituer comme on le faisait quand on était enfant. On restitue un code. Et là, un constat simple, c'est que plus l'observation, l'intériorisation et la restitution de ce que l'on a représenté se complexifient par l'accumulation des savoirs, plus la technique pour y parvenir devient insurmontable, à moins d'y consacrer, bien sûr, tout son temps, toute son énergie, voire toute sa vie. Et c'est pour cela que l'on arrête de dessiner. Et c'est pour cela que vous avez arrêté de dessiner. Le dessin est devenu un ordre, une instruction, une discipline, un acte de spécialiste, pénible et difficile dans son apprentissage. Il est d'ailleurs très couramment utilisé des mots comme rendu, exécution. Ce sont les termes que nous utilisons, nous les designers. Je crois que ce sont des termes qui expriment assez bien ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et cette particularité qui est ce processus itératif, expérimental, qui est le cœur du dessin, est réduit à des savoir-faire techniques. Des savoir-faire techniques qui, pour la plupart, ont toujours tenté de restituer la 3D en 2D,
Pour les citer, la perspective, les plans, les espaces autonormés, jusqu'à la 3D numérique. Ils ont été autant de manifestations dans l'histoire de la tentative de trouver ce langage universel, de façon à communiquer avec le dessin. Et figurez-vous que ce code que nous utilisons encore aujourd'hui lorsque nous dessinons en 2D n'a pas évolué depuis le XVIe siècle. Nous appréhendons le monde en 3D, avec nos sens. La maîtrise, pourtant, de la technique peut devenir à un moment donné du plaisir. Pour le dire autrement, lorsque la technique redevient un moyen maîtrisé, et à ce moment-là, il devient le vecteur d'une quête, le terrain de jeu d'une expression de la créativité. Dans mon cas, je ne peux même pas m'imaginer penser sans dessiner. Le dessin, le croquis, le schéma, quelles que soient les formes de dessin, sont autant de processus de pensée en ce qui me concerne. Parce que ce n'a rien à voir avec le fait que je suis designer. Ça a à voir avec une seule chose, c'est que je bouge. Quand je dessine, ma main bouge. Nietzsche disait qu'il pensait mieux lorsqu'il marchait. Parce qu'on engage son corps. Donc nous appréhendons le monde en 3D, et donc on peut se demander, la recherche fondamentale, c'est éventuellement d'essayer de le restituer en 3D. Là où surgissent nos imaginaires, ils surgissent en 3D. Et constat, encore une fois, si vous prenez le papier, le tableau, nos écrans, qu'ils soient tout petits, qu'ils soient très grands, sont tous des surfaces planes. On pense en 3D, on interagit en 2D. Donc pour imaginer nos villes, nos maisons, nos véhicules, nos préférences de vie, vous imaginez bien que la quête ultime, c'est de penser en 3D et d'avoir une restitution en 3D. C'est cette quête qui a animé énormément d'artistes. Ils ont cherché à déconstruire cette convention du XVIe siècle, à casser le code. Pour cela, ils n'avaient que le collage, la peinture, pour représenter le modèle en 3D. Et Picasso voulait aller plus loin. Il a inventé un stylet lumineux qui, lorsqu'il dessinait, capturait la trace de sa pensée par l'instantané de la photo. Picasso challengeait la technique, comme les designers aujourd'hui, nous challengeons la technique. Parce que ce que nous avons à représenter est toujours plus grand que ce que la technique nous permet. Donc je travaille actuellement avec une équipe de designers et de développeurs, une équipe pluridisciplinaire, et nous partageons un rêve, celui de rendre le dessin accessible à tous et en même temps de le vivre en 3D. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la recherche qui a abouti à ce dispositif que je vais avoir vraiment la chance de vous présenter en live. Je suis dans un monde 3D dans lequel je vais dessiner pour vous un cheval. Comme vous pouvez le constater, je sais que c'est un cheval, mais je vis ce dessin, je le construis par des traits. Il est comme il est, et le plaisir que je tire à dessiner, il est du fait de dessiner. Et alors ce qui est merveilleux, vous voyez, c'est que j'ai un dessin en 3D. Vous vous souvenez de la petite fille
Vous vous souvenez de la petite fille, la main qui dessine? Et la vie qui surgit. Je vais faire une petite crinière de feu. Un peu de jaune. Et voilà. Je pourrais rester des heures dans cet espace. Mais je crois que vous m'attendez. Je vais quand même m'assurer que le cheval ne s'échappe pas. Donc je vais lui faire des rênes. Voilà, je vais bien évidemment raccrocher à mes mains. Donc vous voyez, le rêve de cette petite fille est devenu réalité. Ce dessin, cet espace, cette technologie est aujourd'hui disponible et je suis presque sûre que vous serez encouragés à l'utiliser. Je suis designer. Je travaille à la frontière entre l'art et la technique. Et je crois que mon rôle, c'est d'être à la médiation entre les technologies et la création des usages souhaitables, pertinents, comme de créer, de réaliser des dispositifs qui vont vous permettre à vous tous d'aller plus loin, de faire en sorte que la technique ne soit plus jamais un problème. J'ai pris les armes pour votre plaisir à tous. Si vous considérez que vous n'avez plus besoin, maintenant, d'arrêter de dessiner, si vous pouvez imaginer, dessiner le monde que vous aimez, retrouver votre âme d'enfant, je vous le demande, à quel âge allez-vous recommencer à dessiner? Merci.